Victoria, sois la bienvenue dans la troupe. Merci. Victoria, t'es la metteuse en scène de Vipère au Point, qui joue en ce moment au Lucernaire, et vous avez joué ce spectacle 250 fois. Plus ou moins, oui. On frôle, les 300, bientôt. Ma première question pour toi, c'est comment t'as obtenu la première? Ouais. Grâce à quel partenaire t'es allé jusqu'à 50? Et quelles actions t'as mis en place ensuite pour avoir les 200 qui ont suivi, quoi? Alors la première, ça s'est passé comme ça. J'adore comment on rentre dans Oui, dans une histoire. Voilà ce qui s'est passé. voilà, je pose mes mains sur la table et je vais vous expliquer. La première, donc Aurélien me parle il y a maintenant bientôt 8 ans, de ce texte-là qu'il lit. Ça faisait quelques années qu'on avait envie de travailler ensemble tous les 2. Il me parle de ce texte-là, il me dit: «Je veux que tu le lises et je pense que tu vas avoir envie, de le mettre en scène et qu'on l'adapte tous les 2 en seul en scène et moi je jouerai dedans». Donc effectivement, il avait vu juste, c'est ce qui s'est passé et à ce moment-là, moi, je lui ai dit: «Très bien, lançons-nous. En revanche, ne nous lançons pas dans le vide. Ouais. On commence vraiment à travailler dessus quand on a une perspective de la première dont tu parlais» et il s'avère que lui, connaissait, Benjamin Dumas, qui maintenant co-dirige le Ranelagh, mais qui à l'époque travaillait à l'administration du Ranelagh, qu'Aurélien, lui, avait rencontré en stage quasiment 10 ans auparavant, à Avignon. Il avait fait un stage dans un théâtre et puis son maître de stage, c'était, Benjamin. Il était resté en contact avec lui. Donc il échange, autour de cette idée avec Benjamin, autour d'un verre, mais même pas pour, en pensant au Ranelagh. Vraiment, il voit un copain, il lui dit: «Tiens, Ouais. on a envie de commencer à travailler là-dessus» et là, c'est Benjamin qui lui dit: «Bah, ça peut peut-être nous intéresser, nous, au Ranelagh». Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore repris la codirection, mais il était déjà intéressé, dans le renouvellement de la programmation parce que c'est un théâtre qui a toujours eu, une identité, de théâtre plutôt classique. Il y a beaucoup de classiques dans le sens, premier du terme, voilà, du Molière, du Shakespeare, bon, c'est du baroque, mais tu vois l'idée, quoi. Des textes plutôt anciens et il lui dit: «Bah, proposez-nous un dossier, faites un dossier, voilà, pour qu'on puisse le lire, nous, à l'administration». On est d'accord qu'à ce moment-là, du coup, cette pièce n'existe que dans la tête d'Aurélien et dans ta tête Ah à oui, toi oui, il y parce qu'il t'en a a oui, parlé oui. vite fait comme ça en mode: «Lis ce truc, ça va Oui, t'intéresser», quoi. concrètement, il y a eu ça, j'ai lu le texte, on a eu, je pense, une ou 2 conversations sur le sujet en se disant: «Ce serait vraiment super». Alors on pourrait parler de pourquoi est-ce qu'on a eu envie de le faire et ça c'est une autre partie de la conversation, mais en tout cas, ça n'existe pas. On n'a rien fait, on n'a pas répété, on n'a pas fait de lecture, rien du tout. On n'a aucune idée de ce qu'on veut faire non plus avec ce texte-là. Donc il nous dit: «Envoyez-nous un dossier». Nous, on était là: «Très bien, on va devoir inventer un dossier sur un Mais oui, spectacle qui n'existait pas». Ça, c'est un vrai vraie question aussi, enfin une vraie vrai question. vrai Donc vrai tu es obligé dossier. de prendre un peu de recul, te dire: «Alors, pourquoi est-ce que parmi toutes les choses que j'ai lues dans ma vie, pourquoi est-ce que celle-ci particulièrement, je me dis: "Oui, j'ai envie de me lancer dedans"?» parce que c'est pas se lancer dedans, pour quelques semaines, quelques mois. Idéalement, et ça a été le cas pour nous, idéalement, c'est des années et des années où tu vas te balader avec cette histoire-là et avoir envie de continuer à la raconter. Donc moi, c'est un peu différent, je suis pas tout le temps sur scène, mais il faut que j'ai quand même encore envie de le défendre et que je trouve qu'il y a encore du sens maintenant. Commence donc ce premier travail de voilà, il faut qu'on fasse un petit dossier, donc pas très long, hein, Mmh. 2-3 pages, tu vois? Mais de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on veut faire un seul en scène avec ce texte-là? Pourquoi est-ce qu'on veut adapter ce texte-là? Ouais. Comment est-ce qu'on imagine les choses, esthétiquement? Au niveau du décor, est-ce qu'on veut un décor? Est-ce qu'on veut pas de décor? Est-ce qu'on veut de la musique? Pas de musique? Enfin, tu commences à et tu Ouais. te dis: «Il faut que je sois suffisamment spécifique pour que ça puisse attiser l'intérêt et en même temps pas trop parce qu'il faut pas que je m'engage dans une voie que je pourrais plus quitter par la suite». Mmh. Donc ça, on présente un dossier et ils nous disent: «Très bien, bah, vous nous présentez une lecture dans, je pense 3 semaines, un mois», quelque chose comme ça. Nous, on avait un roman de 250 pages et pas de texte. Et un dossier fait avec des images récupérées, libres de droit en mode, «Le décor, ça pourrait ressembler à ça, quoi». Quasiment quoi, vraiment. Mmh. Je suis même pas sûre qu'il y avait des images à part nos photos dans le dossier. Vraiment, on avait et donc là, on se lance dans l'adaptation. Donc par chance, on a tous les 2 une grande, appétence pour la littérature et c'est un exercice qui nous a pas semblé, inaccessible. L'adaptation? L'adaptation. Ouais. Ouais, Aurélien, lui, il a fait des études, de lettres. Moi, j'ai fait une formation d'études théâtrales aussi. On est des lecteurs avides tous les 2, donc on se sentait pas, perdus dans cet exercice-là, mais bon, c'est quand même un engagement assez important parce que c'est pareil, tu es censé présenter à la lecture plus ou moins ce que tu vas faire en définitive. Donc il Ouais. s'agissait d'identifier quelle était vraiment la colonne vertébrale de notre adaptation parce qu'il y a plusieurs histoires qui peuvent être racontées à partir d'un même texte qu'on adapte.
Donc on fait cette adaptation et puis, on commence à préparer la lecture et là on se dit, «OK, c'est un gars tout seul, sur scène». Si c'est un gars tout seul qui lit face à un pupitre, pendant 1 heure et quart, ça va pas être très représentatif de ce que ce sera en définitive. Mmh. Il faut qu'on le mette en espace un maximum. Donc on part de, un comédien avec une chaise et puis il apprend, l'équivalent du premier chapitre et le reste, on se dit: Tu vas peut-être pas apprendre tout le truc si jamais ça donne rien». Il le travaille, texte en main et puis on fait quelques répétitions pour mettre en place, une mise en espace, dont il reste encore des choses, Mmh. quasi à l'identique maintenant. Donc Il ça, faisait c'est déjà du coup plusieurs personnages, plusieurs voix en ça fonction des c'était, persos? ouais, Ouais. ça c'était établi dès le départ, ça nous semblait évident. Mmh. Et puis on fait une lecture et assez rapidement, dans les semaines qui suivent, on reçoit la confirmation du fait qu'ils veulent nous programmer, d'une part et d'autre part qu'ils sont d'accord pour nous produire. À ce moment-là, je suis même pas sûre que je réalise exactement ce que ça signifie, mais assez rapidement, je comprends quand même qu'ils sont d'accord pour investir de l'argent, pour qu'on ait un décor, pour qu'on ait un costume, pour qu'Aurélien soit correctement payé à chaque représentation. Et puis, là, du coup, la première équivaut pas juste à une première, mais équivaut à 90 dates à peu près au Ranelagh. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire s'il y a pas eu de date showcase avant ou de Il y représentation en que a tu pas eu. peux faire en public ou avec des invités et cetera, la première, c'est la première d'une série de 90. C'est ça. Donc grosso modo, faut commencer bien échauffé, quoi. C'est le début d'un marathon, faut Ouais. être entraîné en amont, quoi. Ouais, ouais, ouais et il y a eu un certain temps qui s'est passé quand même entre le moment où notre projet a été accepté et la première. Il y a eu toute la période de demande des droits, parce que c'est pas un texte qui est libre de droit. On commence à répéter donc par phase de, quelques semaines par-ci par-là. On laisse mariner, puis après on y revient, et puis arrive, arrive la première. Donc la générale déjà, on faisait pas les fiers. En plus, il y a une journaliste qui était là dès la générale qui arrivait un peu au dernier moment, puis c'était une journaliste qui pouvait vraiment, faire la différence. Enfin, je veux pas parler pour Aurélien, donc je vais dire comment moi je me sentais. Moi, je n'en revenais pas de me retrouver dans cette situation-là. Oui, parce qu'en plus, on avait un attaché de presse, donc quelqu'un qui, pour nous, allait faire venir de la presse. L'enjeu était très important parce que j'avais l'impression à la fois, qu'il s'agissait de réussir autant que faire se peut à raconter l'histoire comme j'avais envie de la raconter et en même temps, d'un point de vue, move de carrière, move Ouais. professionnel, il s'agissait de pas se planter parce que ça voulait dire qu'il y avait d'abord une première personne qui nous avait fait infiniment confiance, Mmh. savoir Benjamin qui a été suivi par Bénédicte et par Catherine qui était la directrice à l'époque du Ranlag. Ces gens-là nous font confiance et puis derrière, tu as tout une organisation de gens qui nous font confiance aussi Bien et sûr. et 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 qui, oui, quelqu'un fait le costume, c'est Corinne Rossi qui a fait le costume. Elle fait le costume pour notre spectacle, bah, c'est son travail aussi qui est Ouais. visible dans le spectacle, donc je commence à me dire: «Ah oui, on a la responsabilité Mmh. de faire le meilleur spectacle possible pour, tu vois, mettre en valeur aussi son travail à elle». Sur une échelle de 1 à 10, je sais pas comment je vais formuler ça, mais à quel point est-ce que tu es passé d'un stade où tu travaillais comme ça pour des compagnies ou d'un coup en tant que comédienne? Parce qu'avant tu avais jamais été metteuse en scène. Du coup, tu es passée d'un rôle de comédienne dans plusieurs compagnies avec différents projets et là d'un coup, tu t'es retrouvée chef de projet dans une structure qui a déjà professionnellement coche beaucoup de cases, quoi. L'idée d'avoir un attaché de presse, ça arrive pas tout de suite en général dans la chronologie des compagnies, quoi, tu vois? Non, Donc là, d'un coup, tu as dû vraiment te sentir, ouais, balancé dans le grand bain sans ouais, savoir ouais. nager vraiment, quoi. Et loin de moi l'idée de dire que les expériences que j'ai eues avant étaient pas, Bien sûr. enrichissantes ou Oui, quoi que ce oui. soit, Oui, oui. mais c'est sûr que, c'était pas enfin, je n'avais pas du tout eu affaire à ces autres corps de métier avant. Ouais. Moi, avant les costumes, c'était on allait dans des friperies et on achetait les costumes et les chaussures sont pas tout à fait à ta taille et ben, tant pis. Ouais, le bond a été immense. Oui, oui, j'ai eu l'impression d'être jetée dans l'eau, bonne chance si, tu sais pas nager. Éventuellement, on te jettera peut-être une bouée, heureusement vous êtes 2, bah, accrochez-vous l'un à l'autre, peut-être que soit vous coulez ensemble, soit vous apprenez à flotter, quoi. Ouais, ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Mais pour revenir à ta première question qui était comment on passe de une première à une 250e, donc il y a eu ces 90 dates au Ranlag et puis ensuite, le Ranlag était partant pour nous envoyer au Festival d'Avignon l'été qui a suivi. Mmh. Heu, donc immense, chance aussi de continuer à avoir leur confiance. Donc 1er festival d'Avignon 2019
Et Scène et Public, notre diffuseur fait un très bon travail de diffusion. Il y a pas mal de pros qui viennent voir le spectacle, donc on arrive à vendre quand même pas mal de dates de tournée, pour une compagnie, qui n'existait pas, 2 ans avant. Mmh. Personne n'avait jamais entendu parler ni d'Aurélien ni de Oui, tu moi. avais aucun passif quoi sur lequel capitaliser Non, de renommée, à part Hervé, Bazin, je crois, ouais, l'auteur, c'est pas vous n'aviez pas de nom, connu, ce qui ne raconte en rien la qualité de ce que vous pouviez proposer. Mais ce qui comme ça, quand tu essayes de trouver des points d'accroche quand tu lis, te permettait pas véritablement de jauger sur quoi est-ce que tu allais tomber. oui. Donc du coup, c'est vraiment un engagement coup de cœur, oui, en tout cas pour certains des pros, lorsqu'ils ont découvert l'objet fini, quoi. Je suis très reconnaissante de ça et de tous les lieux qui ont eu confiance en nous et qui se sont dit: Ça peut être un projet intéressant à montrer, Mmh. à mon public». Et ensuite, il ne se passe pas grand-chose pendant, la période qu'on Ah oui, connaît. bien sûr, ouais, pendant 2 ans. Mais il y avait toujours deux trois dates par-ci par-là de tournées qui avaient été reprogrammées, je crois pas qu'il ait fait une seule saison sans Vipère depuis qu'on a commencé, à part, ouais, 2021 et encore. Et ensuite, le Ranelagh, qui est donc toujours notre producteur à ce moment-là, nous propose de refaire le Festival d'Avignon en 2023 en Mmh. disant: «Nous, on aurait bien voulu enchaîner en 2021, Ouais. mais 2021, c'était un peu trop risqué. On a préféré, laisser passer du temps. En 2023, allons-y, reproposons le spectacle». Et de ça, a découlé une nouvelle tournée, dans laquelle on est, encore. Et puis aussi, ça a été en 2023 que, Karine Letellier du Lucernaire est venue voir le spectacle. Mmh. Donc, ça faisait, plusieurs années qu'on essayait de lui montrer ce spectacle-là parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'il pouvait avoir, sa place, dans leur programmation au Lucernaire. Mmh mh. Puis elle est venue en 2023. Elle nous a proposé un 1er créneau, on était fous de joie, la saison qui a suivi, mais Aurélien avait trop de dates de tournée et donc ça faisait trop de relâches et on a dû dire non et on s'est dit: «Ça y est, on a flingué notre seule chance d'y aller». Et en fait non, et on était très heureux de voir que le coup de cœur était suffisamment durable pour que la saison d'après, elle nous rappelle et Mmh. que cette fois, ce soit bon. Et voilà, on est à peu près à 250. Il faudrait qu'on refasse le compte exact, mais à un moment donné, En tout cas, vous êtes à beaucoup on est voilà. et quand tu sais que la moyenne des spectacles, je crois, c'est 3, hein, tu vois? Ouais, j'ai entendu La ça il y a pas longtemps. quasi-totalité, enfin, une grosse partie, trop grosse partie, des spectacles ne jouent pas plus de 3 fois. Ouais, Donc déjà, quand tu passes de 1 à 15, 50, c'est déjà un signe, très rassurant et super parce bien que sûr. tu as eu une véritable exploitation de ton spectacle et là, vous êtes allés vraiment, au-delà, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ce spectacle a particulièrement plu aux professionnels qui sont venus le voir et qui ont voulu le programmer ensuite? Je pense qu'il y a effectivement quelque chose dans le format, bon, je vais parler très pragmatiquement, mais c'est un seul en scène. Donc ça coûte moins cher, faire venir dans un théâtre, que quelque chose avec 10 personnes au plateau. Mmh. Ça forcément, ça joue. Et puis, je crois savoir que voilà, ils ont des quotas de tel ou tel type de spectacle, dans certaines salles. Donc, tu veux faire venir un seul en scène, tu sais que tu as, tant de place pour ça, ça coûte pas très cher et puis, tu peux remplir quand même ta salle, avec, un seul en scène. Ça, c'est une première chose. Je pense que le la combinaison c'est un auteur qui a fait ses preuves, qui a été extrêmement populaire au XXe siècle. Il y a certaines personnes, qui sont d'une génération encore plus ancienne que la mienne, mais qui l'ont lu quand ils étaient au collège. On a même rencontré il y a pas longtemps une dame, qui l'avait lu quand il est sorti, donc là, pour le coup, c'était vraiment une vieille dame, mais ça a été un roman, assez, phare pour une partie des adolescents, dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est moins le cas maintenant. Je pense que c'est un texte qui est moins lu par les jeunes, et on essaye de remédier à ça. Bah, ouais, vous participez à la redécouverte ou à la découverte? On essaye en tout cas, mais donc ce que je disais, c'est, la combinaison entre c'est un auteur qui a fait ses preuves et en même temps, c'est un sujet qui continue à être, pertinent et dont on parle plus maintenant, à savoir, la domination, potentielle des adultes sur les enfants, l'oppression, des enfants par les adultes. C'est à la fois une histoire qui est, terrible, qui est tragique, et en même temps, il y a beaucoup d'humour noir.
Mmh. Donc alors il y a des gens qui ont du mal avec la thématique et qui vont dire: «De toute façon, c'est plombant, c'est pas pour moi ou c'est pas pour mon public». Et puis, il y a des pros notamment, qui vont se dire: «Bah, c'est très bien, ça c'est un spectacle qui est fort quoi, qui aborde une thématique qui est forte, mais il y a moyen de se marrer quand même un peu». C'est ça, ouais. Donc là, je pense que la combinaison des 2 fait qu'on se dit: «Ah bah, il y a des chances que ça plaise à pas mal de gens». Il y a aussi le fait que c'est un spectacle qui est souvent vendu aussi en double date avec une scolaire. Mmh. Ça marche bien, c'est des textes qui sont quand même encore étudiés, en collège et en lycée, donc on a régulièrement des scolaires aussi. Tu donnes l'opportunité finalement aux pédagogues de, proposer un spectacle en rapport avec une œuvre, une pièce qu'ils auront pu étudier Ouais, aussi, dans le programme, quoi. ouais, ouais, Ce qui est intéressant parce que tu donnes vie à quelque chose que les étudiants ont vu que sur papier, quoi. ouais, Donc ça renforce l'intérêt aussi finalement, bah, pour les programmateurs, pour la pédagogie aussi. ouais, ouais, Est-ce bien que sûr. c'est le même, est-ce que c'est le même circuit finalement que de jouer pour des scolaires ou de jouer, dans des salles comme un théâtre municipal, par exemple? Est-ce que du coup, tu dois organiser ça conjointement avec la partie scolaire et la partie théâtre, on va dire? Ou est-ce que c'est la partie théâtre qui va te dire: «Mais pourquoi vous ne feriez pas aussi une scolaire l'après-midi?» Comment ça se passe ça? Alors, nous, c'est les théâtres à chaque fois qui s'en chargent, qui ont, je pense, un réseau Mmh. d'établissements associés à qui ils proposent un catalogue, tous les ans de Mmh. spectacles dans la programmation et ensuite les établissements se manifestent en disant: «Moi ça me tente bien, je vais envoyer 3, 4, 5, 10, 20 classes». Il y a certains établissements parfois qui ont de quoi, accueillir des spectacles aussi, donc là c'est plutôt des établissements privés. Mmh. Mais là par exemple récemment, Aurélien a fait une date de tournée dans un lieu, il y avait une prof dans la salle qui venait en tant que spectatrice, lambda, mais qui a dit: «Bah, moi, je travaille dans un établissement dans lequel on a un auditorium. Est-ce que, on pourrait organiser une représentation dans le lycée?» Et bah, ça se fait là au mois de mai, il va partir jouer, dans leur lycée, donc ça Mmh. peut aussi se faire directement avec les établissements, mais nous, la plupart du temps, ça se fait, via les théâtres. Effectivement, tout à l'heure, tu soulèves un point. Qu'est-ce qui vous a donné envie spontanément de mettre en scène ce qui, est à la base, est un roman? Je pense pas qu'on puisse adapter n'importe quel roman au théâtre. Mmh. Heu, ou Qu'est-ce qui alors il est faut que ce soit une adaptation très, très, très libre, qui fait que tu reprends, l'histoire, mais il y a tout à écrire au niveau des dialogues. Là, le texte, qu'on présente dans le spectacle, à 95-17, ce sont des phrases d'Hervé Bazin. mmh, Il y a très, très peu de phrases qui ont été réécrites par nous. C'est des choses qu'on a dû rajouter pour refaire un lien entre 2 passages, parce qu'il y avait une ellipse et il faut que ça reste cohérent. Mais la quasi-totalité du texte, c'est du Bazin. Ça nous a semblé évident pour, plusieurs raisons, qui sont donc spécifiques à ce texte-là. Heu, c'est un texte qui est donc, très grandement autobiographique, dans lequel le narrateur, parle à la première personne. ouais. Donc Donc déjà déjà, ouais. il y a un rapport direct et il y a des adresses directes, au lecteur qui devient là le spectateur, mais il y a des adresses directes. Il y a déjà le témoignage qu'est le spectacle, c'est un témoignage qu'est le roman. Donc de toute façon, ça c'était déjà là et ensuite ce point de vue-là, de ce narrateur-là, il est sur l'ensemble des personnages de son histoire et sur l'ensemble des événements. C'est un gars qui, une fois devenu adulte, raconte ce Ouais. qui lui est arrivé. Mmh. Il y a même enfin voilà, il y a des petits indices dans le texte où on s'est dit: «C'est fou, est-ce qu'il voulait secrètement être adapté?» Parce que la 1re scène, qui est une scène, assez célèbre du roman, il raconte un moment de quand il était tout petit où il et c'est un rapport avec le titre, où il trouve, une vipère, dans son jardin et il l'attrape et il la serre dans sa main jusqu'à accidentellement la tuer. Parce que c'est un petit garçon, il se rend pas Mmh. bien compte, il la serre et là toute la famille arrive en disant: «Ah lâche ça tout de suite, c'est très dangereux» et cetera et dans le texte, tu as le nom du personnage, la réplique, le nom du personnage, la réplique, Mmh. le nom du personnage et donc on c'est Ouais. écrit Ouais, comme ouais, une ouais. scène de théâtre. Donc dès la première scène du roman, tu te dis: «Ah oui», Ouais. et puis il y a un moment donné, ça c'est dans la toute dernière scène, il fait référence à son public, il utilise vraiment ce terme-là. Donc il y a vraiment Mmh. ce personnage-là se met un petit peu en scène, il a quelque chose d'assez flamboyant, d'assez spectaculaire et j'ai on a l'impression qu'il demande que ça, que d'être incarné et ça c'est quelque chose qu'on a ressenti aussi tous les 2 séparément à la lecture, c'est que, ça donne envie de le lire à haute voix. Quand tu découvres ce texte-là, Ouh, intéressant ça. pour moi, c'est un indice, vachement important. Si tu as l'impression qu'il faut que tu le dises, si tu as envie de l'entendre, si tu as envie de le partager à voix haute, c'est qu'a priori l'expérience elle est au-delà des caractères sur le papier Mmh. et ça, c'est plus voilà, c'est plus, de l'ordre de la sensation. C'est pas
c'est pas un argument et ce sera pas forcément le même pour tout le monde, mais si quand tu lis un texte, tu te dis: «Ouh, j'ai envie de le lire à des gens», je Ça trouve que c'est une première bonne étape. Est-ce que quand vous avez rencontré scène et public, il y a eu au début un dialogue où ils vous ont averti sur, des éléments qui composaient ou la mise en scène ou le dossier? Est-ce qu'il y a eu un retravail quand vous êtes passé de: «On a une idée, on l'a mise en scène, on l'exploite» à: «On veut le faire diffuser»? Est-ce que tu as eu une espèce d'étape de transition? Alors pas vraiment parce que, en fait, Parce que le il y avait spectacle était déjà parfait. non, c'est pas ça du tout. Heu, non, non, parce que, il y avait déjà un accord de principe, je pense, basé sur la confiance qui existait entre le Ranlag et Scène et Public. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas le premier spectacle du Ranlag, qui a été diffusé par cette boîte et donc je de base, c'était, voilà, c'est Scène et Public qui va faire votre diffusion. «Ah bonjour, merci, d'accord», c'était ça le principe et ensuite ils sont venus voir la première et on n'a pas eu de ils nous ont pas fait de retour en disant: «Il faut vraiment changer ça», Oui. il y a eu voilà des retours, «Ce serait intéressant d'affiner ci ou ça», c'est encore un peu, voilà, un peu, brut de décoffrage, ce qui est normal, j'imagine, à la naissance d'un projet. Mmh. Mais mais il y a pas eu de on n'a pas du tout eu le sentiment de devoir, Mmh. changer en profondeur des aspects du spectacle pour qu'ils puissent être, pris en charge par cette boîte de diffusion-là. Les partenaires artistiques avec qui on a créé, le spectacle visuellement, ils ont tous et toutes, réussi à saisir des choses de ce qu'on nous, on avait travaillé de notre côté, dont on n'avait même pas forcément pleinement conscience Mmh. au moment où on leur a présenté une version du spectacle et que, il venait en disant: «Moi, cet aspect-là m'intéresse ou j'ai envie de pousser ça» et je dis: «Ah mais bien sûr, Ouais. allons-y, Quel complètement». quel plaisir du coup de travailler avec des partenaires comme ça qui, font plus à partir d'une idée qui Oui, t'appartient, quoi. oui, tu te sens vu et puis tu te dis: «Ah bah, il y a des choses que j'espérais qu'il y ait dans le spectacle. Elles y sont, les gens les voient et puis on va tirer sur ce fil-là et le rendre encore plus visible, grâce aux autres corps de métier» et j'ai trouvé ça génial. C'était un bonheur ça. Mmh. Mais tu as vraiment dû, enfin je reviens à cette histoire de steak haché de tout à l'heure qui visiblement me suit, mais tu as vraiment dû, moi je me mets à ta place, je veux dire, tu étais comédienne, tu avais, des désirs de mise en scène. Je sais parce que tu m'en as parlé un peu au téléphone, comme quoi tu pressentais qu'en toi tu avais des idées, des envies de voir des choses au plateau et cetera et d'un coup tu te retrouves, j'ai pas envie de dire malgré toi parce que tu y es allée corps et âme, mais plongé dans cette, responsabilité de faire en sorte qu'un spectacle existe, quoi. Comment est-ce que tu t'es, sentie à l'intérieur de ça? Et je complète cette question parce que je trouve que c'est intéressant parfois de se mettre à l'épreuve pour obtenir le résultat qu'on souhaite, plutôt que de se dire: «Je ne peux pas obtenir le résultat que je souhaite parce que je ne suis pas prêt, parce que je ne sais pas» et cetera. En fait, cette mise à l'épreuve, cet inconfort que tu as traversé, hein, parce que d'un coup quand on te dit, «Maintenant tu vas gérer la responsabilité de ça, faut adapter un roman de 250 pages pour dans 3 semaines, le dossier je le veux pour hier», ça fait beaucoup de choses, quoi. Comment tu as traversé te ce tourbillon, quoi? Ce que j'ai réalisé un peu après coup, c'est que moi, ce que j'aimais beaucoup et là où j'avais le sentiment d'avoir quelque chose, sans prétention, mais où j'avais le sentiment d'avoir quelque chose à faire, c'était, au niveau de la direction d'acteurs. À ce moment-là, Ça, c'est un truc qui t'est cher. quand j'ai commencé, à travailler sur ce spectacle-là, je me disais: «Moi, j'adore diriger des acteurs et des actrices, j'adore être dirigée aussi». Je trouve ça hyper intéressant de décortiquer, comment marche telle ou telle machine, qui est telle ou telle personne au plateau. Comment est-ce que tu peux, amener quelqu'un, plus dans cette direction-là? Comment est-ce que tu négocies avec les propositions, des uns des autres? Comment est-ce que tu fais advenir une vision à l'intérieur de tout ça? Bah, je trouvais ça passionnant et fantastique. Pour moi, c'est en fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était un aspect, une branche, Mmh. du travail de mise en scène et que le Ouais. travail de mise en scène, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Toi, ça t'a fait cette impression-là, du coup? Enfin, est-ce que tu as un peu eu l'effet du steak haché sur la plancha? D'un coup, je me retrouve metteuse en scène et je me retrouve, Oui. bon, tu avais Aurélien avec toi, mais est-ce que tu t'es retrouvée comme ça bousculée dans les responsabilités de tous ces organes-là? Un petit peu et puis, j'étais pas forcément sûre au début quand c'est arrivé parce que c'était mon premier projet vraiment de mise en scène, Ouais. Vivre au point. Et dans ces conditions-là aussi parce que ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, mais tu sais, avant Vivre au point, je travaillais dans des théâtres qui étaient beaucoup plus petits, Oui. dans des compagnies, qui
diffusaient pas leur spectacle, qui jouaient, Oui, en fixe dans un théâtre. ouais, Enfin, il y a plein de choses que j'ai découvertes avec ce projet-là. ouais. Donc je me suis retrouvée, un peu à Disneyland avec, «Incroyable, on va avoir, quelqu'un qui va faire notre décor, quelqu'un qui va faire nos costumes, quelqu'un qui va faire notre diffusion». Mais moi, la diffusion, je suis même pas sûre que je savais exactement ce que ça voulait dire la première fois qu'on m'a dit, il y a «Voilà, c'est scène et public, Pierre Béfette, il va s'occuper de votre diffusion». J'étais: «Ah cool, ça a l'air vachement bien». Ouais, Il ouais, grave. dirigeait le Festival of d'Avignon, génial, c'est Qu'est-ce que ça implique, quoi? qu'est-ce que ça veut dire? Hem, donc oui, oui, je savais pas trop, j'ai oublié ta question. Si tu avais eu un peu l'effet, C'était c'était caché, caché sur la plancha j'étais quand d'un coup totalement tu as resté eu cachée sur la plancha et puis alors il y avait l'arrivée de certains aromates qui étaient très confortables et puis d'autres j'étais là: «Waouh, je suis retournée encore Oh dans le l'autre sens». romarin! Oh! Donc ouais, il y a des trucs, c'était plus confortable, tu vois? J'ai trouvé ça très plaisant et je me suis pas sentie, pas à ma place d'échanger avec la costumière et de lui Ouais, parler enfin, tu vois, de lui montrer des images d'inspiration que j'avais récoltées, tout ça. Ça, c'était très oui, confortable. ouais, J'avais du mal à considérer les partenaires qu'on avait ouais. comme des partenaires. J'avais l'impression que je devais les laisser faire leur travail tranquille et que si je venais de dire, ça me va, ça me va pas», j'allais, pas être pratique, enfin, tu vois? J'allais leur compliquer la tâche. Mmh. Alors qu'en fait, on attendait de moi et je Bien l'ai sûr, compris maintenant, mais que je dise: «Si, si, allons dans cette direction-là, allons-y ensemble, bien main dans sûr. la main» et Parce que tu te charges de la cohérence globale du projet, quoi. Même entre oui, les différents oui, organes oui, bien qui, eux, sûr. ont une vision. Mais du coup, ton job, c'est d'accorder cette vision qu'ils ont avec la façon dont tu veux raconter une histoire, quoi. Complètement et en ça, j'ai été, et je le redis, vraiment très reconnaissante d'avoir, travaillé avec ces partenaires-là sur, l'aspect, visuel, du spectacle parce que, j'avais le sentiment, au départ que c'était vraiment pas mon point fort et que je savais pas forcément comment, quoi faire. Enfin, je disais le costume, j'étais plus à l'aise parce que j'ai un goût pour le vêtement, en dehors, c'est quelque chose qui m'intéresse, où je connais deux trois choses. La lumière, je savais que j'aimais certaines choses, les décors, je savais que j'aimais certaines choses, mais je n'y connaissais rien du tout. Donc j'étais effectivement, ce pauvre steak haché qui n'était qu'un tartare, juste avant et qui s'est retrouvé cuit et je voulais surtout pas brûler, quoi. Mais oui, mais en plus, il y a Hem, aussi il y a une barrière du langage, c'est-à-dire comment tu peux faire accoucher d'un organe dont tu ne connais rien, un résultat dont tu ne connais rien non mais plus? bien sûr et puis en Par plus, le test, quoi. j'avais peur de pas être prise au sérieux, qu'on se dise: «Mais c'est qui cette branquignole? Elle sait pas ce qu'elle veut». Tu vois? Moi, il y a ça aussi, mais il y avait des moments, je savais pas ce que je voulais. J'étais très mal à l'aise de pas savoir et j'avais peur de qu'on se dise: «Elle est pas à sa place, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qui cette nana? On va enfin, donnez votre argent à quelqu'un d'autre». Tu vois? Enfin, non, mais vraiment et j'avais pas envie de faire perdre leur temps aux gens non plus. Donc c'est cette confiance dans le fait que si, si, ce qu'on avait fait avec Aurélien et ce que j'avais fait moi en mise en scène, en fait, ça suffisait Ouais. à faire, Mmh, mmh, mmh. il y avait suffisamment une proposition suffisamment claire pour que Mmh. d'autres personnes puissent s'appuyer dessus Mmh, et mmh mh. continuer à faire avancer le spectacle avec moi. Ça Ouais, a mis du j'ai mis du temps ouais. avant de m'en rendre compte et de l'accepter. Là, tu parles d'un truc super important qui est un peu le syndrome de l'imposteur. C'est une question de légitimité. Suis-je légitime à donner des indications, à ce monsieur de la lumière, à cette dame des costumes et cetera? Le costume, tu l'as dit, tu étais à l'aise. Mais concernant la lumière, est-ce que tu as reparlé ensuite avec la personne qui t'a fait la lumière? Et est-ce que tu as senti à un moment donné que ton inexpérience dans ces domaines clés très spécifiques avait enrayé, leur processus de travail? J'ai très envie que tu répondes: «Non, absolument pas». Alors, je pense que j'ai pas osé leur poser directement Non, la mais est-ce que tu question, as mais observé j'ai par mais j'ai des mais tu vois? j'ai eu le sentiment à un moment donné, alors ça s'est fait progressivement, mais c'est peut-être juste un positionnement intérieur, hein, qui a changé. Parce que je pense pas qu'eux m'aient traitée comme si j'étais, une branquignole au début. Je pense qu'ils m'ont traitée comme, leur égale et comme quelqu'un qui était tout à fait, légitime. Mais, je pense que le positionnement intérieur que j'ai eu progressivement a évolué où je me suis dit: «Ouais, on a des compétences, différentes et Mmh. on est progressivement, tous, des experts et des expertes de cette histoire-là qu'on raconte ensemble Mmh. et chacun et chacune a des forces, différentes et tout va bien, c'est OK». Mais ça m'a pris, quelques années, oui. Si demain, du coup, tu devais recommencer un travail de mise en scène ou si tu avais quelqu'un, en face de toi qui disait, «Voilà, moi, je m'apprête à mettre en scène mon premier spectacle. J'ai un peu d'expérience dans le théâtre, mais première vraie mise en scène». Est-ce qu'il y a des conseils comme ça que tu as envie de lui donner en mode: «Alors surtout, fais gaffe à ça. Ne te prends pas la tête avec tel truc. Essaye d'aller vite sur, telle ou telle, proposition» et cetera?
C'est quoi pour toi avec le recul maintenant, les aspects sur lesquels tu souhaiterais alerter les futurs porteurs de projets? Je dirais qu'en fait, il faut pas hésiter à dire, qu'on sait pas forcément, comment gérer, l'interaction avec, les autres partenaires. Il faut pas hésiter à dire: «Voilà, c'est ma première mise en scène, de quoi tu as besoin? Mmh. À quel point est-ce que, tu as besoin que je sois directive ou pas? Est-ce que si je sais pas, c'est un problème?» Je pense que je pense qu'être honnête, c'est vraiment, pas grave et c'est même, bienvenu et que souvent quand on a ce syndrome de l'imposteur, heu, on peut vouloir faire semblant qu'en fait, tout va bien, on gère extrêmement bien. Sauf que, j'ai l'impression que ça pourrait, dans des cas extrêmes, pousser vers, une espèce d'arrogance de: «Oui, oui, oui, je sais très bien ce que je fais», alors que pas du c'est pas grave de pas savoir et c'est normal et les gens le savent très bien quand c'est ton premier projet en plus, donc c'est pas la peine de faire semblant que c'est pas le cas. C'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux Ouais, bah, bien sûr. et si tu as l'occasion de travailler avec quelqu'un, qui a créé la lumière de, 45 spectacles avant, fantastique, cette Mmh. personne va avoir énormément de choses à te proposer Mmh. et si tout va bien, cette personne va pas t'imposer sa vision du truc, elle va te proposer des choses et tu peux lui dire ton avis et je pense aussi un autre conseil, c'est que, si tu en viens à vouloir porter un projet, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui toi te porte aussi dans ce projet-là, et où tu te dis, «J'ai envie de raconter cette histoire-là, de cette façon-là». Bah, c'est juste à ça qu'il faut faire confiance. En fait, il faut juste suivre ça. Mmh. J'aime bien ça, je trouve ça joli. Je sais pas trop pourquoi, encore, mais cette lumière-là, sur cette scène-là, je le sens bien. Ouais. Ou bien, le costume, ah bah, oui, j'ai fait une petite recherche d'images, ça m'a inspiré, je suis allée sur Pinterest, j'ai fait un petit tableau, Une question hem d'intuition finalement, plus que d'objectif, quoi. oui, beh, Mmh. parce que en fait, qui peut dire: «C'est bien, c'est pas bien» ton idée? Il y a que toi. Enfin, en tout cas, en mise en scène ou alors quand ton avis, tu peux pas enfin, voilà, on peut pas dire ton avis, c'est pas un bon avis, juste c'est ton avis. Mmh. Heu, Faut pas confondre son avis avec justement une expertise, Mmh. sur un domaine qui n'est pas le tien et tu peux pas dire à quelqu'un, qui s'y connaît bien mieux dans son domaine que toi: «Bah, non, cette lumière-là ne fonctionnera pas et je vais t'expliquer pourquoi». Hem mais oui, oui, l'intuition, créatrice, il faut s'y fier, c'est elle qui porte tout et bien sûr, tout le monde n'aimera pas tes choix et tout le monde ne dira pas: «C'est le meilleur, spectacle que j'ai jamais» c'est normal, c'est très bien, c'est pas toujours facile, mais c'est normal. Toi, débrouille-toi pour aimer ton spectacle, si tu as la possibilité de commencer à porter un projet, de continuer à le porter, enfin, il faut essayer de faire le spectacle qui te fait des frissons, quoi. Je continue à être, aussi convaincue que quand j'ai découvert le texte de Vipère au point, que c'est une histoire qui doit être racontée à un maximum de gens et j'espère de tout mon cœur que des gens qui voient le spectacle se disent: «Ah, j'ai envie de lire le bouquin. Ah, ça me fait, Mmh. ça me donne envie de m'intéresser plus à la question des rapports entre les adultes et les enfants. Ah, mais attends, il y a une suite, j'ai envie de lire la suite, et si j'allais lire plus de Bazin?» Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Très intéressant ce Hem, que tu dis sur le fait que le fait de voir ce spectacle va déclencher ensuite, et tu parles du spectateur surtout, va déclencher oui. dans le spectateur des effets de curiosité, de vouloir aller vers d'autres, même d'autres formes, ou d'écriture ou juste d'autres, choses que ce que Hervé Bazin a fait. Donc en fait, l'impact que ça va avoir sur le spectateur, c'est primordial finalement, du point de vue des problématiques et même de la forme aussi, hein, peut-être, visuellement aussi, esthétiquement bien sûr, ça a son importance. Mais j'aime bien que tu réfléchisses en termes d'impact sur le spectateur. Je trouve que c'est important, plutôt que de dire, le prestige de, ou ce genre de mots. Non, mais qui sont souvent des je te dis ça parce que c'est quand même souvent des raisons pour lesquelles, les gens de nos métiers veulent, faire de l'art ou veulent se représenter. Ah oui, non, c'est Quand on écrit pour soi et qu'on se met en scène soi-même, des fois, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est quand même un exercice très particulier. Moi, j'ai pas personnellement envie de m'y frotter, bien qu'un de nos projets, il va falloir que je sois sur scène alors que j'ai écrit et que je mets en scène. Si je dois donner ma place ou peux donner ma place, je le ferai avec grande joie, mais je trouve ça profondément, non pas indélicat parce que c'est quand même très agréable d'être dans une équipe que tu pour porter un projet que tu même si tu es à la fois au plateau et à la direction, mais c'est quand même très particulier. C'est juste très space, quoi. ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve ça quand même assez culotté ce qu'on fait, comme métier. On
On dit à des gens: «Venez, venez nous regarder, venez me voir, je vais vous raconter une histoire, venez, j'ai concocté cette petite chose, venez la regarder, puis venez nous applaudir à la fin». Je trouve ça quand même assez particulier quand tu regardes les choses, tu sais, en enlevant tout ce que tu sais de ce que c'est. Tu dis: «Ah, faut y aller quand même, pour dire: "Regardez-moi", enfin, tu vois? «Regardez-moi, écoutez-moi». Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez présomptueux. Donc la moindre des choses, parce que les raisons pour lesquelles on fait ça, elles peuvent être très, Bien très sûr, différentes, bien sûr. mais la moindre des choses, à mon sens, c'est de dire: «Bon, j'ai eu l'audace de vous convoquer dans cet endroit pour que vous me regardiez, que vous regardiez ces gens que j'ai décidé d'organiser de cette façon-là». La moindre des choses, c'est déjà de faire le meilleur travail possible, de pas vous faire perdre votre temps ni votre argent et en plus la le de l'idée, c'est que vous ressortiez de ça en vous sentant un petit peu plus riche de quelque chose. Enfin, voilà, tout à l'heure, je parlais du côté, j'ai envie d'aller lire plus de choses, mais au niveau même immédiat Mmh. émotionnel, Mmh mh, mmh. hem, il y a il y a peu de retours qui m'ont fait autant plaisir qu'un un ami à moi qui est venu voir Vipère au point avec sa maman il y a quelques années et donc c'est, une histoire quand même entre un fils et sa maman, et en sortant du spectacle, sa maman, d'une façon qui était visiblement pas du tout habituelle, lui a dit: «Ça va toi? T'es heureux en ce moment? Tu vas bien?» Et le fait de me dire, elle lui aurait pas posé cette question-là normalement et elle l'a fait en sortant, bon, bah, ça veut dire qu'en voyant le spectacle, elle s'est dit: «Mince, peut-être peut-être que moi en tant que maman, je me vois dans cette maman-là qui a raconté, ça me donne envie d'avoir une discussion avec mon fils». Magnifique! Complètement. Enfin, moi ça me fout par terre ce genre de choses. Tu vois? Je pourrais ne plus jamais avoir aucun retour positif sur le spectacle, ça me suffirait en fait. Ouais. C'est, je suis complètement, passionnée et fascinée moi par l'effet que peut avoir une œuvre d'art dans la vie de quelqu'un. Moi ça me change la vie, tout le temps, des Bien sûr. chansons, des spectacles, des Ouais. livres. Ça change Donc la vie à plein de gens, à et plein d'étapes de leur vie, sur plein de supports différents, à des complètement. moments où ils s'y attendent parfois le moins. C'est fascinant, quoi. Et loin de moi l'idée de dire: «Je vais changer le monde avec ma petite histoire». C'est tu vois? C'est pas je sais Mmh. bien que c'est pas ça. C'est bien pour ça que je dis: «Une personne, ça me suffit», en fait. C'est comme les scolaires, tu vois? On en parlait tout à l'heure, c'est un exercice qui est particulier parce que c'est pas des spectateurs qui ont décidé de venir. Puis souvent, voilà, c'est des adolescents en groupe, à l'école, c'est un peu la récré, voilà, c'est pas forcément les spectateurs les plus, faciles à transporter. Moi, à chaque fois qu'il y a une scolaire, je me dis: «Même si c'est» alors je suis pas sur scène, mais je sais qu'Aurélien pense la même chose, mais on se dit: «Même si, il y a un gamin là sur les 300 qui se dit, "Ah, c'est intéressant cette histoire-là"» ou «Hey, je ferais bien du théâtre». Magnifique, magnifique! Ça je enfin, je suis très emballée par par ça parce que c'est pour ça que, j'ai envie de continuer à faire du théâtre. Tu dis un truc, très juste que je trouve que parfois, qui parfois peut, redonner un petit coup de peps, quand on est en train de ne pas savoir, de crouler sous, là, tu insères ce que tu veux, l'administratif, les problématiques, la peur de pas réussir et cetera. Toujours jouer, préparer pour ce gosse. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est hyper porteur et hyper important. Il y a toujours, je pense, quelque chose dans nos spectacles, dans ce qu'on décide de montrer, qui peut résonner comme ça très fortement ou plus fortement avec une personne spécifique de cette salle. Et si tu as réussi à la bouleverser elle ou à la faire ressortir un peu changée, un peu déplacée par rapport à là où elle en était avant, franchement, tu as rempli ton contrat en fait, tu vois? Qu'il y ait 15-300 personnes finalement. Oui, bien sûr, les réalités économiques et cetera derrière sont autres, mais c'est une autre conversation, c'est une autre partie Bien du sûr. sujet. Si tu joues pour faire en sorte que ça touche cette personne-là très précisément et que ça a un impact sur elle, ta journée, mais est plus que gagnée, quoi. Bien sûr. Et en même temps, je trouve ça, et ben, parce qu'on le sait pas toujours en fait, des fois enfin la Ouais. plupart du temps même, ça se passe dans le secret de l'intimité de chaque personne. Mais le fait de continuer à croire que ça peut arriver, Mmh. ça vaut le coup de continuer à faire des spectacles jusqu'à la fin des temps. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'on continue à en faire et que on va pas avoir une conversation très large. On pourrait avoir une conversation très large et très longue sur l'importance et la place de l'art dans les sociétés humaines, mais enfin, j'ai rien inventé en disant que ça change des vies. Mmh. Ça en sauve, peut-être pas au sens, 1er du terme, quoique, Mmh. peut-être ça en a Mmh.
on sait pas à quel On sait point, ouais, tu sais, vraiment, même notre métier fonctionne en arborescence, tu sais? ouais. C'est une rencontre à un moment donné qui va tu le sais même pas le moment où tu le fais, ni dans les 2 années d'après, mais qui 17 ans plus tard, quand tu te retournes, on est peut-être un peu jeune encore pour dire: «Oh, il y a 17 ans, c'était comme ça», parce qu'on était encore des grands ados, on va dire, à ce moment-là. Si, si, Parle des pour toi. grands ados, Allez, allez, des allez, grands ados, allez. ou au moins dans la tête. Et de se dire: «Non de bleu, c'est cette rencontre-là, c'est cet instant-là qui m'a emmené jusqu'à ce moment-là». Mais qui sait, en fait, à quel point, une manière de penser offerte à quelqu'un à un moment donné va, en fait, être nourrie, rebondir et cetera et l'amener juste à penser, en fait, différemment. Ne serait-ce que, admettons un gamin qui soit perdu, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie et cetera, qui voit des gens faire les cons sur scène, faire de l'impro, on va en parler demain Mmh. avec un autre invité, mais juste se dire: «Nom de bleu, il y a des gens, c'est leur job». Et moi, en fait, mon désir de vouloir écrire des sketchs, par exemple, de faire rire mes potes en classe, c'est un désir légitime et c'est pas grand-chose, tu vois? Il est venu voir une scolaire Mmh. et il a pas été touché par ou Vipère au point ou et cetera. Il a non seulement été touché par votre spectacle, mais par l'objet en lui-même, tout ce que ça peut déclencher par la suite, quoi. Donc Mmh. oui, bien sûr, tu sauves des vies. Non, Mais mais tu en non, mais changes! ouais, en fait, en t'écoutant parler, tu vois, je pen pour moi, en fait, un endroit que j'aime bien consulter de temps en temps, alors c'est pas du théâtre, mais c'est de l'art, plus généralement. Tu regardes des clips sur YouTube et tu lis les commentaires sous les clips. Mais les gens livrent leur âme Ah dans ces ouais! commentaires. Alors des fois, Ah, c'est c'est très soft, mais incroyable! des fois, il y a des gens, ils te disent des trucs de ils sont passés à côté de la mort ou ils sont gravement Mais oui, malades et ils disent, voilà: «Tel groupe, telle chanson mais oui. me m'aide à rester en vie». Toi, tu là: «Mais c'est juste, avec de très grands guillemets, de la musique». Oui, 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 Mais grave. moi, ça me bouleverse, en fait, d'avoir ces Mais bien témoignages-là sûr. et je pense vraiment que ça existe, quelle que soit la forme d'art parce que Mmh, bien sûr. si on a autant de formes d'art, c'est parce qu'on a besoin de plein de moyens Oui. d'exprimer les choses et de raconter des histoires et parce que ça résonne différemment, d'une personne à l'autre. Est-ce que pour toi, la réussite, c'est quelque chose que tu as envisagé à un moment? Ça a été un moteur? Ça a été une préoccupation? Ou est-ce que tu as un peu plus pris les choses comme elles venaient, grâce à ton intuition, tes envies, comme celle que tu as eue avec Aurélien de monter, Vipère au point, par exemple? Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé dans les directions dans lesquelles tu es allé? Ce sont des rencontres? Ce sont des envies d'aller vers une famille de théâtre en particulier? Qu'est-ce qui a un peu, donné une forme aux années que tu viens de vivre, finalement, en tant que comédienne et metteuse en scène? Alors je pense que déjà ce qui est toujours là, et qui est là depuis, 30 ans, depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, c'est j'ai envie de faire des spectacles. J'ai envie de raconter des histoires avec des gens sur une scène. J'ai en ça je Et on pourrait rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça, mais ça, c'est à la base, de toute façon, j'ai envie de faire des spectacles, j'ai envie de raconter des histoires. Après, il y a quelque chose qui est arrivé progressivement avec, ma pratique, professionnelle, hem, c'est un peu comme, le serment d'Hippocrate, si tu veux, d'abord ne pas nuire, c'est ça la première voilà. De me dire: «Bon, je veux raconter des histoires, mais pas n'importe lesquelles». C'est-à-dire que j'ai pas envie de commencer à raconter des histoires misogynes, j'ai pas envie de raconter des histoires qui, représentent mal, des minorités. Enfin, j'ai envie de raconter des histoires, que j'aimerais moi, voir en tant que spectatrice. Alors la question de la réussite, ce serait mentir, que de dire que ça ne me traverse jamais quand je suis, dans ma salle de bain. Ça me traverse jamais de me dire: «Peut-être je pourrais avoir un Molière un jour. Peut-être un jour toute une salle acclamera ma carrière». Tu vois? Ce serait mentir, ce serait pas honnête. Je dirais: «Oui, je suis complètement déconnectée de l'ego, ça moi je ne suis qu'une porteuse». Non, c'est pas tu vois? C'est pas vrai, mais je pense que ce serait malhonnête et en fait, enfin, il y a forcément une part de vouloir la reconnaissance, des gens qui te regardent et qui te disent, que ce soit des gens du milieu ou des gens, des spectateurs, hors milieu qui te disent: «C'est bien ce que vous faites». Enfin, je pense que tout le monde a envie, qu'on lui tape dans le dos et qu'on lui dise: «Chapeau, hein, bravo, c'est super». Donc oui, mais j'essaye en étant la plus lucide possible sur ça, j'essaye de dire: «OK, ça existe très bien, mais c'est pas ça qui va me faire décider comment je vais mener mes journées». C'est là, c'est une espèce de petite gargouille, tu vois, qui est une version de moi, mais qui dirige pas. Ce qui va diriger pour le coup, les décisions au-delà de j'ai envie de faire du théâtre et j'ai envie de faire du théâtre, qui fait pas de mal,
c'est, beaucoup des rencontres, clairement. Beaucoup, beaucoup des rencontres. Clairement, la rencontre avec Aurélien a été, majeure parce que c'est avec lui que j'ai décidé à un moment donné de m'associer, pour la vie. Mais voilà, on a vraiment envie de faire énormément de spectacles ensemble et on n'en est qu'au début de notre collaboration. Mais c'est loin d'être la seule personne, heu, que j'admire, avec qui j'ai pu travailler ou avec qui je vais travailler. C'est des gens que je rencontre et je me dis: «Ah, j'ai envie de raconter des histoires avec ces gens» et ça peut Mmh. être des gens, pour de vrai ou ça peut être des gens, j'ai des auteurs ou et d'ailleurs, c'est pas seulement que des gens avec qui j'ai envie de travailler, ça peut aussi être, j'ai rencontré, tel spectacle si tu veux. Ouais. J'ai rencontré, cette façon de travailler. Je me Mmh. dis: «Oh là là, quelle source d'inspiration incroyable, Mmh. ah ça me donne envie moi aussi de faire un spectacle qui parlerait de ça» ou ça me donne envie moi aussi de faire, de provoquer d'essayer de provoquer ces émotions-là parce que waouh, quelle, montagne russe. Toi, tout seul, heu enfin moi, j'ai l'impression de c'est vide et je me remplis de tout ce qui est je me nourris et je me remplis de tout ce que je rencontre et puis ça fait ça cuisine, ça mijote et puis après: «Ah tiens, bah, il y a peut-être quelque chose qui va être, à offrir à l'extérieur». Mmh, mais la réussite, c'est pas, c'est ça m'anime pas, Mmh. ça m'anime pas au quotidien. Puis de toute façon, la plupart du temps, les gens sont pas en train de t'acclamer donc tu vois? Quand tu es en train de faire un dossier de présentation de ton spectacle, Ouais. tu es là sur ton Ouais. canapé avec ton pote et tu es là: «Bon, c'est bien, non? Ouais, c'est pas mal» et puis tu as son acclamation C'est clair éventuelle que à lui si tu veux te nourrir de ça, mais bon, waouh! enfin, tu t'en nourris quand même, alors si tu as la chance d'être programmé longtemps Mmh. et de présenter ton spectacle longtemps, les gens t'applaudissent, mais alors, il y a des gens, ils t'applaudissent par politesse, ils sont bien gentils. Enfin, tu t'es mais tu tu pas porté au nu en permanence donc Mmh mh. enfin, les marques vraiment que tu pourrais considérer comme étant, glorieuses d'admiration, tu as pas souvent quoi donc enfin, faut vraiment enfin, je pense que ça va être très triste de poursuivre ça. Si tu fais du théâtre, quoi, c'est pas, c'est une quête, qui n'aboutira pas. Est-ce que, tu peux nous parler un peu de comment justement tu en es arrivé à toutes ces rencontres-là? Quel a été ton parcours, pour t'insérer professionnellement? Et tu sais quoi? Même, je vais te demander de me raconter comment est-ce que tu Mmh. as obtenu ton premier job dans une compagnie professionnelle Ouais. en tant qu'administratrice du coup? Enfin en tant qu'assistante D'assistante à l'administration, ouais. à Ouais, ouais. l'administration, ce qui t'a ensuite permis de travailler en tant que comédienne à l'intérieur de la compagnie pour qu'on puisse, toi et moi, essayer de désacraliser, justement ces soucis de reconnaissance par le biais d'un diplôme ou d'une école nationale ou du fait de travailler avec de grands metteurs en scène, ce qui n'est en fait, ce qui est un moyen, mais qui n'est jamais le seul moyen d'arriver là où tu veux être en termes de famille, théâtre et cetera. Oui, 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 ça c'est indéniable. Alors, je fais du théâtre depuis petite et puis, après le bac, je n'arr enfin, c'est inenvisageable pour moi de faire ça dans la vie, c'est pas quelque chose qui était, une option vraiment pour, mes parents, donc je me lance dans autre chose. Très rapidement, je me rends compte que ça va être, très, très dur si je ne fais pas du théâtre puisqu'il n'y a que ça qui me fait vibrer. À ce moment-là, vraiment, le jour le plus heureux de ma vie, chaque année, c'est le jour du spectacle de fin d'année de mon atelier théâtre. Vraiment, c'est merveilleux. Notre prof Tu as nous quel âge à ce moment-là? quand je décide de faire vraiment que du théâtre. Ouais, ou alors quand tu as ce feeling-là de la Ah, quand fin j'ai ce d'année, le feeling, c'est, spectacle, collège, lycée, ouais. c'est et pourtant, à aucun moment je me dis: «Bah, tous les jours de ma vie, ça pourrait être ce jour-là». Mmh mh mh. Mais j'adore mon atelier théâtre et à chaque fois que c'est le spectacle de fin d'année, alors c'est extraordinaire. En plus, on a une autorisation parce que c'est l'atelier, du lycée ou du collège et du coup, on a le droit de ne pas aller en cours ce jour-là, on va commander des pizzas, enfin, on se sent Ah ouais, ouais, oh là là, mais on se sent, la journée, quoi. la liberté, folle et puis le soir, tu présentes ton spectacle, il y a tes familles, il y a les copains, il y a tes camarades de classe qui viennent et fantastique, fantastique, mais je pense que la première personne qui m et j'en ai pas eu conscience tout de suite, mais qui m'a fait réaliser que, il y avait peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là, c'est mademoiselle, Autain, la directrice de mon école à l'époque, qui dit à mes parents, alors que je suis au lycée: «C'est bien ce qu'elle fait, peut-être elle pourrait peut-être être comédienne plus tard».
et J'ai vraiment l'image de pour tes parents ou même pour toi peut-être, dans le dictionnaire de la vie, s'insère la ligne: «Alors comédienne». ouais. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce et moi implique de parce que ce qui est c'est marrant parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui font notre métier disent: «Ah moi, il y a tel spectacle que j'ai vu gamine ou gamin, qui m'a marqué, c'est ça qui m'a donné envie d'être comédien». Moi, j'allais pas au théâtre avec mes parents du tout. Moi, j'avais de la pratique théâtrale, mais je n'allais pas voir de spectacle, donc je peux pas te dire ça du tout. Le premier spectacle vraiment que j'ai vu, c'était, après le lycée, ou j'en ai peut-être vu avec l'école, mais Oui, en tout je cas, ça t'a pas ça m'a pas marqué, ouais, marqué, ouais. ça a pas fait naître une vocation. Mmh. Hem, bon, en tout cas, je me lance donc 1 an après le bac dans une licence d'études théâtrales parce que, parce que c'est la fac, c'est un petit peu rassurant pour mes parents, c'est, très excitant pour moi parce que je me dis: «Ah, en fait, je vais étudier que du théâtre toute la journée». Alors c'était très, très peu pratique, c'était Oui. essentiellement théorique, mais Mmh. ça a été une base, de réflexion qui n'a fait que continuer, en fait, Mmh. depuis, parce que je découvre à ce moment-là que, bah, il y a plein de gens qui étudient le théâtre, il y a plein de gens qui ont étudié le théâtre, qui ont théorisé le théâtre, le jeu d'acteur, enfin, c'est C'est fantastique. un truc, quoi. C'est un vrai sujet, Ouais, en c'est un vrai fait, il sujet, y a des ouais. gens qui font des thèses dessus, il y a des gens qui sont profs à la fac, toute leur vie, qui étudient la dramaturgie, fantastique, donc je m'éclate totalement là-dedans. Hem, mais à ce moment-là, je me rends toujours pas bien compte de comment est-ce que tu peux devenir comédien, comédienne professionnelle. Je me dis: «Bon, bah, on va bien voir». En deuxième année, à la place d'un atelier de pratique, on pouvait faire un stage, dans une compagnie ou dans un théâtre, heu et je lance une bouteille à la mer et je poste sur théâtrecontemporain.net une, annonce disant, «Je suis, étudiante en deuxième année de licence, je cherche un stage. Mmh, je veux bien faire n'importe quoi, parce que je ne connais rien. Tout m'intéresse, la scénographie, l'administration, le jeu, tout ce que vous voulez, je ferai ce que vous voulez». Tu mis De ça texto dans l'annonce? quasiment. Ah, c'est bon Je ça. me souviens d'avoir mis un truc entre parenthèses, la liste de, tout ce que je voulais bien faire, enfin vraiment regarder, ne rien faire avec mes mains, je m'en fiche, juste, je sais pas ce que c'est une compagnie de théâtre à ce moment-là, du tout. Et puis, un directeur de compagnie me répond à ce moment-là: «Bah, écoute, rencontrons-nous autour d'un café, ton profil, m'intéresse, voyons voir ce que ça donne». Donc lui, il dirigeait une petite compagnie qui avait quelques spectacles à son actif et puis il donnait des cours à Paris. Et il me dit: «Moi, ça m'aiderait bien d'avoir quelqu'un qui me file un coup de main pour l'administration», mais c'était dans son studio, quoi, tu vois? C'était pas Ah du ouais? tout ma ma mère était terrifiée que j'aille bosser. J'avais donc 19 ans, j'allais travailler chez un mec qu'on connaissait pas dans son Dans studio. son appart. Vraiment, J'ai mis dans le mail, maman, que j'étais prête à faire n'importe c'est ça. quoi. Tellement rassurant. Vraiment, rétrospectivement, je me dis: «Ouais, ça aurait pu». Non, non, ça c'est il a été très sympa. Et puis surtout, il m'a fait, il m'a intégrée, à son quotidien tout de suite. Mmh. Donc je l'accompagnais quand il donnait ses cours, dans ce théâtre-là, le Guichet Montparnasse. Et puis, voilà, je remplissais des trucs administratifs de l'URSSAF avec lui, les fiches de paie de ses comédiens, c'était vraiment, quelqu'un qui faisait tout seul. Il faisait tout lui-même, Il quoi. avait pas de prestataire. Il avait travaillé à la DRAC, donc il avait quelques connaissances quand même assez précieuses en administration. Et puis voilà, c'était un metteur en scène, un comédien aussi. Et en fait, à un moment donné, il préparait son spectacle de fin d'année avec ses élèves et il me demande, de lire, l'adaptation qu'il a faite, pour la retaper parce que bon, c'était il y a fort longtemps et donc je pense il avait vraiment besoin que je lui dicte un truc plutôt que de remanipuler son fichier. Puis je commence à lui lire et puis, bah, moi je lis les différents personnages et tout, puis il s'arrête, il me regarde, il me dit: «Mais tu es comédienne, en fait?» Je dis: «Bah, oui, enfin, j'ai fait du théâtre, depuis que je suis petite, mais j'ai pas de formation et cetera». Il me dit: «OK, OK, OK, bah, je vais te faire jouer». Mmh. Fantastique. C'était caché. C'était caché! Once again. Voilà, absolument, c'était caché. Donc je me retrouve à faire un one shot, d'un spectacle, de théâtre cabaret, avec d'autres comédiens de sa compagnie. C'était à côté de Clermont-Ferrand. Ma mère fait, 400 bornes pour venir me voir et moi je comprends pas ce qui se passe. Je dis: «Ah bon, très bien». Et puis après, il me propose de remplacer, une de ses comédiennes qui était enceinte, dans un spectacle jeune public. À ce moment-là, je n'ai pas de formation de comédienne au-delà de mon atelier théâtre amateur depuis que je suis gamine. Alors oui, j'ai joué quelques spectacles, comme ça, mais je ne sais pas du tout dans quoi je mets les pieds. Je suis, complètement, cuite et cramée, pauvre petit steak haché de 19 ans que j'étais. Mais ça se passe finalement pas si mal. L'année d'après, on crée un autre jeune public ensemble et
Et de fil en aiguille, je me retrouve à avoir quand même quelques dizaines, puis progressivement quelques centaines de dates, l'air de rien, Ah ouais. de spectacles, avec ce metteur en scène-là. Et moi donc je continue la fac à côté de ça et puis à un moment donné, j'entends dire quand même que les conservatoires, c'est pas mal, c'est des bonnes formations parce que les écoles privées, je connaissais. J'avais une amie qui était au cours Simon. Mais les conservatoires, il y a ce truc sélectif, la formation est beaucoup plus abordable et puis il y a les grandes écoles derrière. Je me dis: «Oh là là, ça a l'air bien, ça a l'air sérieux» et puis ça a l'air, de mener vers, des débouchés intéressants et donc je passe les auditions des conservatoires d'arrondissement, une première année et je ne suis prise nulle part et je me dis: «Bon, Ah vache, ça fout un coup, hein. ça fout Ça un peu fout un coup». Là, à ce toujours un coup. moment-là, ça faisait, ouais 2-3 ans que je jouais des spectacles mais je me dis: «Bon». C'est pas hyper encourageant et puis surtout, je fais pas le lien à ce moment-là entre je joue pour cette compagnie-là et je pourrais jouer pour d'autres compagnies. Je me dis: «C'est cette Mmh. compagnie-là ou rien puisque ce gars-là m'a fait Ouais. confiance, j'ai de la chance, mais ça s'arrêtera là, quoi». Ouais, Tu vois? d'accord, je vois. À Ouais. l'époque, ma légitimité, je l'avais pas encore, conquise et et puis je rencontre pendant les auditions de conservatoire, un professeur qui s'appelle Daniel Berlioux et qui a une façon de fonctionner pendant les auditions, particulière où il y a un stage, où tu es plusieurs jours, il te fait passer par des exercices un peu, chelous, un peu farfelus, mais ça m'appelle. Je me dis: «Ah, j'ai envie de travailler ça, c'est vachement plus intéressant pour moi, que les autres auditions où je devais préparer un texte, présenter un Mmh. texte» et donc je me dis: «Bon, l'année prochaine, je repasse une seule audition pour un seul conservatoire, c'est le sien. Si je suis prise, c'est parti, c'est ma voie. Si je suis pas prise, je fais autre chose. Mais erreur à ne pas commettre. Vous, jeunes comédiens, comédiennes qui m'écoutez, erreur à ne pas commettre. Ne surtout pas se faire des ultimatums à soi-même en se disant: «C'est ça ou rien», mais il y a tellement de chemins possibles. Bon, par chance ça a marché et je peux en parler aujourd'hui parce que l'année d'après, il m'a prise dans son conservatoire. Mais si j'avais pas été prise, j'espère que finalement j'aurais pas abandonné. Quel dommage d'abandonner juste pour un concours. Mmh. Hem, donc là, je m'épanouis infiniment dans ce conservatoire-là, c'est extrêmement intéressant. Je rencontre d'autres gens qui sont, aussi très passionnés par le théâtre comme moi. Mmh mh. Je rencontre pendant ma dernière année Aurélien qui lui, démarre, 2 ans après moi. Hem et puis voilà, la pédagogie de Daniel est assez unique en son genre, je m'estime très chanceuse d'avoir été formée par lui. Il a vraiment développé des outils, très pointus, très originaux, très riches d'autres méthodes aussi, mais vraiment, assaisonnés à sa sauce et c'est des outils dont je me sers encore aujourd'hui. Mmh. Hem Bientôt un épisode 2 avec toi sur, toutes ces techniques d'acteur que tu as appris, Ah là et que tu là, bah, utilises, ça je pourrais en parler très longtemps ouais, ouais, ouais. parce que ça fait partie aussi beaucoup de ce qui m'a nourrie dans les années qui ont suivi et encore maintenant. Mais voilà, je fais ce conservatoire-là, je continue à travailler avec la même compagnie à côté et puis quand je quitte le conservatoire 3 ans plus tard, je pense que la première compagnie avec qui j'ai travaillé à côté, c'était une compagnie que j'ai rencontrée, dans le théâtre dans lequel je jouais avec la première, qui m'avait vue jouer, qui m'avait dit: «Tiens, je cherche quelqu'un pour ci, ça, est-ce que tu veux bien le faire?» Et de fil en aiguille, ça a été rencontre et rencontre et rencontre et j'ai passé les auditions pour, le Conservatoire national notamment et je n'ai pas été prise, breaking news, mais ça ne m'a pas empêchée de travailler par la suite du tout. Et c'est important de le préciser. Oui, Parce que cette histoire d'ultimatum est, là d'ailleurs à l'heure où on enregistre ça, on est mi-avril, donc c'est encore le moment où il y a des dates butoirs, enfin des dates importantes plutôt pour les élèves qui sont en train de passer des écoles nationales ou d'ailleurs d'autres types de concours, hein, finalement. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup là-dessus, on se met énormément de pression là-dessus et même si moi je trouve que c'est plutôt positif d'avoir de l'ambition et de vouloir se mettre à l'épreuve dans des situations de concours qui sont pas nécessairement agréables. Passer le TNS, c'est apprendre un espèce de monologue, d'une dizaine de minutes, sans aucune mise en scène et cetera, sans avoir travaillé avec des 3e œufs. Ça peut être, une expérience assez, particulière. En aucun cas, j'encourage ceux qui nous écoutent à mettre, tous leurs espoirs sur ces écoles-là. Bien sûr, elles donnent accès
a une visibilité, une pédagogie, et cetera. Il n'empêche que si votre projet de vie, comme toi, c'est de faire du théâtre, ou moi d'ailleurs, ou même Augusta qui est à côté de nous dans l'équipe, si votre projet de vie, c'est de faire du théâtre, c'est très possible de le faire sans être passé par ces institutions-là, quoi. Il n'empêche qu'elles sont souvent très qualitatives il n'empêche qu'on retrouve ces gens qui en sortent très qualitatifs avec d'autres personnes tout aussi qualitatives dans des projets bien, partout, quoi. C'est un exercice intéressant, ça te pousse à essayer de donner le meilleur de toi-même à un moment donné sur des scènes dans des contraintes bien précises, mais c'est très loin d'être la seule façon d'aboutir à des projets professionnels. Quand tu regardes le nombre de spectacles qui existent, le nombre de théâtres qu'il y a, ne serait-ce qu'à Paris. Moi, il y a Calcul entre les énormément de théâtres, donc il y a mmh, énormément de spectacles, donc il y a énormément de gens qui font ces spectacles. Tous ces gens ne peuvent, mathématiquement pas être tous sortis d'école nationale. C'est donc bien qu'il y a de la place, pour des gens qui ne seraient pas sortis de là. Heu et puis, là où il faut faire attention et moi je sais que j'ai ressenti ça quand je n'ai pas été prise dans des écoles nationales, c'est que j'ai remis en question ma valeur ouais, en tant que comédienne. mmh, C'est très banal, hein, évidemment, tu rates un concours, tu dis: «Bon, bah, c'est parce que je suis nulle». Non, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui sont je dis pas que je faisais partie de ces gens-là, mais il y a tellement de gens qui sont bien, ils peuvent, à nouveau mathématiquement pas prendre tout le monde, ils ont pas la ouais, place pour prendre tout ouais, le ouais, monde, c'est ouais, sélectif et puis après ils ont peut-être des critères ultra subjectifs de, rechercher exactement tel profil et puis, miracle, parmi les milliers de candidats, bah, cette personne-là correspondait mmh. exactement à ce profil-là qu'ils recherchaient. Bien sûr. Ouais, c'est de l'ordre du miracle Ouais, et donc il faut vraiment voir ça comme, un jeter de pièces dans une fontaine plutôt que comme un objectif déterminant pour la suite du parcours, ouais. quoi, ce qui n'est pas la vérité. Absolument pas et tu peux tout à fait te retrouver à travailler, dans des spectacles plus tard avec des gens qui ont fait des écoles nationales alors que toi tu n'en as pas Mmh, fait mmh mh. et il y a pas de hiérarchie sous prétexte que eux ils ont été sélectionnés et pas toi. Vous faites le même métier, c'est juste que, il y a plein de façons de se former à ce métier-là. On continue à se former jusqu'au bout pour moi si tout va bien. Tu continues à Tout à apprendre fait. des choses, tu Ouais. continues à découvrir des méthodes, que ce soit, théoriquement ou dans la pratique. Donc, le parcours de comédien ne commence pas, ni ne se termine avec l'entrée ou non dans une école nationale. Mais c'est difficile de se défaire de ça parce Mmh. c'est très valorisé être sélectionné dans un concours, tu réussis quelque chose, on revient à cette idée de réussir quelque chose. Hem, c'est évidemment, hein, ça donne envie. Tu te dis: «Bah, je vais avoir un diplôme, je vais avoir une médaille, je vais avoir» enfin, tu as l'impression d'avoir quelque chose de plus, Mmh. que les autres si tu as ça. Mais en réalité, des formations qualitatives, tu peux en trouver ailleurs. Bien sûr. Ça fait combien de temps que tu es comédienne aujourd'hui? Mon premier cachet, je l'ai eu j'avais 19 ans, je vais en avoir 38. Donc c'est à peu près la moitié de ma vie. Ça va faire 20 ans que tu es comédienne? Ouais. My God. OK. Un truc qui a été très important pour toi, pour t'emmener de projet en projet, tu l'as dit, c'est les rencontres. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait, des habitudes que tu as, des affinités que tu trouves évidentes que des gens peuvent, chercher à reproduire inconsciemment quand, ils veulent préparer leur avenir professionnel? Je te donne un exemple très simple, aller au théâtre, discuter avec les comédiens, le metteur en scène, la metteuse en scène, la direction, avoir beaucoup de curiosité pour ce qui s'y passe, revenir souvent, se montrer, poser des questions et cetera. Il ne s'agit pas de dire: «Embauchez-moi mon Dieu». Il s'agit de dire: «Il y a peut-être une affinité à créer avec ce style de spectacle, cette famille de théâtre qui me plaît beaucoup». Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un par rapport à ça, toi qui as rencontré finalement beaucoup de compagnies différentes et cetera? Je pense qu'il faut pas forcer ces choses-là, en tout cas. Ouais, Il faut pas se forcer en se disant, «Ah, c'est un bon théâtre» ou «Ah, c'est une bonne compagnie, ils sont bien implantés, je vais essayer de» si j'ai l'impression que ça peut pas tenir sur la durée, ça pourra pas vraiment marcher, parce que c'est comment dire? L'élargissement du réseau, il se fait progressivement, de façon, très, organique si c'est sincère. S'il y a un intérêt sincère pour le travail de quelqu'un, et que l'intérêt sincère se retrouve, réciproque, bah, ça va se faire. On a ouais. les Quand tu es comédien, en fait, les compagnies ont besoin de comédiens.
Quand tu es metteur en scène, tu as besoin de comédiens, on a tous besoin les uns des autres pour faire des spectacles ensemble. Donc s'il y a une rencontre réelle qui se fait, il va forcément pouvoir se passer quelque chose, à un moment donné. Hem, c'est des choses très basiques que je vais dire, je pense, mais heu, être sympa, ça Je c'est crois que tu es pas la première à nous dire exactement ça, mais être parce sympa. que en fait, enfin, être sympa, tu dis alors pas de façon hypocrite, mais C'est juste, ça. enfin, Mmh. te comporter poliment, correctement avec les gens que tu rencontres. À la fin, tu as envie de féliciter quelqu'un qui a fait un spectacle. Est-ce que la personne a l'air disposée à parler avec toi? Oui, non, si c'est le cas, bah, très bien, tu peux, échanger quelques mots avec cette personne, lui dire gentiment, pas t'imposer. Si tu as la chance de jouer dans un spectacle et que tu croises la compagnie d'après, par exemple, bah, discuter avec cette compagnie, t'intéresser à leur spectacle et puis te dire: «Bah, je vais être bonne camarade, je vais aller voir leur spectacle et puis c'est vachement bien, moi, allons boire un coup ensemble après et puis, est-ce que je peux te poser des questions sur comment vous avez travaillé?» En fait, si tu as vraiment très envie de faire du théâtre dans la vie, a priori, avoir des conversations sur le théâtre avec les gens, c'est quand même quelque chose que tu vas chercher à faire pas mal et donc si tu t'approches, les autres avec, simplicité en disant, «Hey, on aime la même chose et si on en parlait?» sans forcément, te dire: «Ah, ça va mener vers une proposition de travail derrière, c'est sûr». Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus, in insaisissable que ça. Tu peux pas entamer chaque interaction avec quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là en disant, «Ça va peut-être me stratégiquement me mener quelque», tu n'as aucune idée de ça. Donc dans le doute, être sympa avec tout le monde, je pense que c'est important. Je pense que, c'est pas forcément évident, mais dire, ouvertement aussi quand tu sens que c'est possible: «J'adorerais qu'on puisse travailler ensemble à un moment. J'adore ce que tu fais». Je crois que je te l'avais dit en plus au bar la première fois qu'on est allés boire des coups Ouais. ensemble. Je sais même plus comment c'était venu, mais à un moment donné, on venait de parler pendant 2 heures de jeu d'acteur et j'en n'en pouvais plus de vouloir te dire: «J'adore cette vision que tu as du travail de l'acteur» et du coup, ouais, tu dois être une des premières personnes à qui j'ouvre la porte et je dis: «Ouais, là, s'il y a quelque chose, vraiment, il faut qu'on en parle parce que c'est extraordinaire cette, vision, et cetera» Et c'est et et ça se fait dans un moment où toutes les voies sont ouvertes pour le faire, tu vois? Et Ça. c'est précieux parce que autant c'est difficile de dire à quelqu'un, «J'aimerais bien, travailler avec toi» quand c'est cette personne qui peut te donner du travail, autant pour avoir été aussi dans l'autre position de pouvoir proposer Ouais, quelque chose à quelqu'un, c'est pas évident non plus, en fait. ouais. Parce qu'il y a aussi ce truc, tu te dis: «Ah bah, peut-être ça lui dira rien, peut-être les conditions sont pas Mmh. forcément, ce que la personne recherche ou peut-être qu'en fait elle a pas le temps C'est ou vrai, peut-être que» mine de rien. c'est en fait, j'ai l'impression qu'on est tous un peu plus intimidés, que ce qu'on croit. Mmh. Enfin, où les autres sont tous plus un peu plus intimidés que ce qu'on croit. On se dit avec moi qui suis intimidée de dire des trucs, mais tout le monde est un peu intimidé, c'est pas évident. Et ça le fait dans l'autre sens aussi, c'est vrai, tu as raison. Nous Ouais, aussi, on a proposé des projets à des gens avec une partie de nous qui était en mode: «Si ça se trouve, ça va pas matcher du tout, on ouais, va passer pour enfin, ça ouais, va pas ça se trouve, je vais marcher». lui faire lire le texte, il va trouver ça naze, Ouais. enfin, on est tous un petit peu vulnérables, en fait, Mmh. quand on se propose des choses ou quand Ouais. on dit qu'on aimerait bien faire des choses ensemble. Mais Mmh mh. ça, c'est hyper important de le dire. Et puis après, il y a des façons aussi plus proactives, je dirais, de rentrer en contact avec le travail des gens, les stages, les stages, les stages. Oh là là! Moi, je trouve ça fabuleux que ça existe. Il y a plein d'organismes qui proposent des stages. Mais il y a aussi toutes sortes de formats qui existent, pour toutes sortes de budgets et c'est une façon de pleinement rencontrer le travail de quelqu'un. C'est fabuleux, tu vas voir un spectacle de quelqu'un, tu dis: «Oh là là, j'adore son travail», tu vas sur sa page Instagram, tu fais: «Oh mon Dieu, il anime un stage, trop bien, je vais m'inscrire» et on ne sait jamais, peut-être que, la rencontre va être, extraordinaire des 2 côtés et que ça va aboutir un jour à un projet commun. Peut-être que la rencontre va pas être aussi incroyable, personnellement qu'artistiquement ou voilà et c'est très bien aussi. On Bien apprend sûr. des choses et on se dit: «OK, très bien, bon bah ça, Mmh. pour le moment, c'est pas dans cette direction-là que j'ai envie d'aller». C'est souvent des questions d'alchimie aussi, hein. Tu peux Ouais, des trucs que tu peux pas provoquer, ils sont insaisissables comme tu as dit. Dans un milieu où on travaille avec de la matière humaine, rien de plus variable que ça. enfin voilà, plus tu avances et plus tu repères les gens qui travaillent un peu comme toi Ouais, ou qui ont, ouais. une éthique de travail qui va être similaire mais
j'ai l'impression que en réalité, tout le monde travaille un petit peu différemment ou très différemment. Donc, il y a des points d'accroche et puis il y a des gens avec qui il y aura pas de point d'accroche pour le moment et c'est OK. Il y a forcément des gens avec qui tu peux trouver ces points d'accroche-là. Toi qui as travaillé avec plein de compagnies dans de nombreux projets différents, un conseil que tu as à donner à quelqu'un qui s'apprête à se lancer lui-même, elle-même, dans son premier projet professionnel en tant que porteur de projet dans le spectacle vivant? On ne peut pas, tout faire tout seul. Ça n'est pas possible de faire tout seul, ça on s'épuise à vouloir tout faire tout seul, et puis on fait moins bien, je pense. Hem, Vraiment, je suis sûre de ça. Je pense que c'est très important de s'entourer, même si c'est juste d'une autre personne, hein. Mais tout seul, sur la durée, on tient pas et porter un projet, c'est sur la durée. Ça peut être sur des années avant qu'il se passe quoi que ce soit de vraiment, concluant. Ça peut être essayer de vendre son spectacle partout et puis ça il faut y croire très fort, mais si on est tout seul, c'est très usant donc ouais, chercher, des compagnons de route. Ça, c'est important. Merci Victoria. Merci Corentin. Je te dis à très bientôt parce qu'on prévoit un épisode 2 bientôt, Avec mais merci plaisir d'avoir été avec nous. J'étais ravi de te recevoir sur notre plateau. et moi donc. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.